Christophe Gauthier, j'ai 46 ans, donc je suis ingénieur de formation à la base. Alors, on dit beaucoup de moi que je suis atypique. Alors, atypique parce que j'aime en fait ne pas faire comme les autres. Et donc, j'aime bien innover. Donc, on dit aussi de moi que je suis curieux. Donc, j'observe beaucoup. Parfois, on peut croire même que je m'ennuie, mais non, en fait, je suis en train de réfléchir. Donc, je suis très curieux. Je suis en train de, j'observe beaucoup mon environnement. J'aime beaucoup travailler. Donc, peut-être pour moi, travailler, en fait, c'est comme un jeu, c'est un loisir. Donc, certains ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu travailles toujours autant? Et c'est parce que tu m'amuses, tout simplement. On dit aussi de moi que je suis opportuniste. Alors là, c'est le côté positif de l'opportuniste. C'est-à-dire que j'aime rester en veille en permanence et détecter les bons coups. Alors, les bonnes opportunités, les bons coups, les choses qui sont à faire. Donc, comme la blockchain, par exemple, ça a été, à mon avis, pour moi, une opportunité, ce qui m'a permis d'apprendre à l'utiliser. Voilà, donc bref, assez parlé de moi. Concernant French ICO, donc j'ai rencontré mon associé Frédéric en 2017. C'est là où le projet a commencé à éclore. Donc j'ai rencontré mon associé dans un espace de coworking que j'avais d'ailleurs créé sur Marseille. Et c'est uniquement en 2018 qu'on a créé la société. Donc les statuts juridiques ont été créés en 2018. Donc notre plateforme, c'est quoi? C'est une plateforme de levée de fonds en crypto-monnaie, donc une plateforme d'ICO. C'est une plateforme qui permet de lever des fonds en crypto-monnaie. En 2017, il y a eu une grosse bulle. Il y a eu énormément d'ICO qui se sont. C'est ce qui a fait d'ailleurs connaître un peu plus au grand public la blockchain. Et 2017, il y a eu énormément de levées de fonds en crypto-monnaie, mais il y a eu aussi beaucoup d'arnaques. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est de créer une plateforme qui permettait de répondre quand même à certains critères de sécurité et donner aussi l'accès à tout porteur de projet de lever des fonds sans être forcément un expert de la blockchain. Donc, on a lancé cette plateforme vers 2017-2018. Et en 2019, il y a eu la loi Pacte. Donc, il y a eu une réglementation qui s'est mise en place pour les ICO. Il y a eu tellement, effectivement, d'arnaques que nos régulateurs français ont voulu mettre en place une réglementation permettant justement de respecter certaines règles pour éviter que les investisseurs se fassent, enfin, en tout cas, les investisseurs français se fassent arnaquer sur des ICO un peu douteuses. Donc, on est rentré dans le process avec l'autorité des marchés financiers pour pouvoir rédiger. On a participé à la rédaction en fait, de la réglementation d'aujourd'hui. On a travaillé main dans la main avec l'AMF qui avait beaucoup plus cette expertise, on va dire, entreprise du CAC 40, et nous, notre expertise blockchain. Alors, on n'était pas les seuls autour de la table, mais on a été plusieurs à les accompagner. Nous, on avait beaucoup plus les compétences techniques sur le fonctionnement de la blockchain et eux, plus les compétences, on va dire, juridiques sur la partie plus expérimentée, eux, sur les entreprises des grosses entreprises du CAC 40, entre autres. Donc, 2019, la loi Pacte est arrivée. La réglementation de l'autorité des marchés financiers concernant les ICO est arrivée. On s'est lancé le défi d'obtenir le visa, donc le visa de l'autorité des marchés financiers. C'est un visa qui est facultatif, mais nous, on a voulu l'obtenir. C'était de la moindre des choses. Étant une plateforme de levée de fonds en crypto-monnaie, l'objectif quand même était d'avoir ce visa. Donc, on a obtenu le visa. On a été la première société française à avoir le visa de l'autorité des marchés financiers. C'était le 17 décembre. Et on a réalisé notre ICO de mars à juin 2020 et on a levé 574 Ethers. Alors, je vous laisse faire le calcul au cours du jour. Aujourd'hui, ça représente à peu près 600 000 euros qu'on a levé. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une société qui est très saine au niveau trésorerie. Donc, on peut continuer notre développement et on accompagne aujourd'hui des porteurs de projets pour qu'ils réalisent leurs ICO. Voilà. Il y a deux grosses catégories de tokens. Il y a le token utilitaire et il y a le token security, c'est-à-dire que c'est l'actif financier. D'accord? Donc, d'un côté, l'utility token, c'est simple à comprendre. C'est un token qui permet d'acheter des produits ou des services proposés par la société qui a émis ces jetons. D'accord? Donc, soit ça fait fonctionner un protocole blockchain, soit ça permet d'acheter des produits ou des services. Donc, c'est un jeton utilitaire. OK?
On pourrait même dire que c'est la monnaie du projet qui les a émis. Ok. L'autre côté, il y a le jeton, on appelle security token. Donc, c'est un actif financier. Donc, un actif financier, ça peut être une part de société. Et dans le cadre d'un titre, d'une part de société, ça peut être aussi un token qui donne des droits à dividendes, qui donne des droits de vote, etc. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Fabriquer un jeton, c'est pas très compliqué techniquement. On peut émettre un jeton pour n'importe quel projet. Maintenant, c'est le cadre juridique. Et le cadre juridique, c'est le document papier qui sera rédigé par des avocats et qui va expliquer quels sont les droits associés au jeton. Donc, évidemment, quelqu'un qui achète un jeton, il faut lire ce document pour dire, voilà, si je possède un jeton, à quoi j'ai le droit? Et c'est ce cadre juridique qui va finalement définir, qui va qualifier le jeton lui-même. Alors, le FICO, c'est le jeton que l'on a émis dans le cadre de notre ICO. Donc, FICO veut dire French ICO Token. Et c'est un utility token. Donc, c'est un token qui permet à tous ceux qui le détiennent d'acheter des prestations chez nous à des tarifs préférentiels ou même de manière exclusive. C'est-à-dire qu'il y a certaines prestations qu'on ne vend qu'en jetons. Et il y a des prestations que l'on vend en euros ou en jetons, mais si on paye la prestation en jetons, on a des réductions. Alors, le modèle économique de French ICO, il est plutôt simple. Nous, on vit des prestations que l'on vend et les prestations principales que l'on vend, c'est la réalisation d'ICO. Donc, dans notre modèle économique, on a l'accompagnement donc, que l'on facture. Alors, il y a plusieurs, c'est des devis à tiroir, hein, comme on dit, c'est-à-dire que ça dépend de l'accompagnement dont a besoin le porteur de projet. Mais on a un accompagnement sur la communication, le marketing, l'accompagnement à la rédaction du document d'information dans le cadre d'un visa, si le porteur de projet veut un visa, etc. Bon, donc, il y a des frais d'entrée. Ensuite, on prend 5% des levées de fonds. Uniquement si elles sont réussies. Si la ICO est réussie, on prend 5%. Ça, c'est 80% de notre chiffre d'affaires. On a les 20% restants, on a commencé récemment l'horodatage aussi de documents sur la blockchain. Donc, on peut horodater des documents sur la blockchain. Et ça, c'est des prestations qu'on facture. Et on fait aussi du développement de smart contracts, donc du code informatique blockchain sur mesure. Donc, voilà. Mais 80% de notre activité, c'est les ICO. Les différences, il y en a beaucoup. Alors, je veux pas faire de mauvais esprit, mais c'est vrai qu'en France, on est vraiment un pays qui est très innovant. Par contre, donc, il y a beaucoup de projets innovants qui voient le jour. La problématique, c'est que dès qu'on est un petit peu trop innovant et qu'on est sur des technologies qui sont naissantes, comme la blockchain ou Internet à l'époque, j'aime bien faire la comparaison entre les deux, euh, eh ben, on est dans un pays où on régule beaucoup. Et il y a des lois qui nous posent des problèmes parce on peut être innovant, mais par contre, on n'a pas la possibilité d'innover autant que l'on voudrait, puisque systématiquement, on a des gouvernements qui bloquent cette innovation par des nouvelles lois. Donc, d'un côté, ça peut être bien parce que ça nous évite peut-être effectivement de faire n'importe quoi, mais d'un autre côté, et je trouve ça vraiment dommage, c'est on se prive d'être les premiers en fait. Aujourd'hui, il y a des pays autour de nous, en Europe même, des pays européens, qui sont beaucoup plus, qui laissent beaucoup plus de liberté à l'innovation et sans systématiquement mettre des contraintes qui empêchent en fait l'innovation de se développer. Donc oui, en France, c'est compliqué. Il y a encore eu pas très longtemps des nouvelles réglementations, des nouvelles ordonnances qui ont été publiées et qui finalement sont très contraignantes pour le monde de la crypto-monnaie aujourd'hui et pour l'univers de la blockchain. Donc c'est très compliqué. On n'a pas le choix, il faut faire avec, ou alors on quitte la France et on va ailleurs. Mais nous, ce qu'on veut, on est quand même des entrepreneurs français, on veut quand même rester chez nous, on veut rester en France, on veut développer l'écosystème local. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui se font avec les politiques français, mais c'est assez compliqué.
Alors, j'ai une deuxième casquette aussi, là. Donc, je suis le président de la société French ICO, mais j'ai aussi une deuxième casquette. Je suis aussi président de la commission blockchain d'une association locale qui s'appelle Made in Soft. Donc, j'ai pour mission de fédérer l'écosystème blockchain de la métropole, ex-Marseille. D'accord? Donc, ce qui me permet de connaître assez bien l'écosystème de la région, en tout cas sur l'univers blockchain. Je ne vais pas mettre en avant plus un projet qu'un autre, parce on a quelques projets sur la région sud qui sont très pertinents. Il y a vraiment un noyau dur d'acteurs blockchain sur le territoire, enfin sur la région sud, parce que même on peut aller jusqu'à Montpellier, voire même Toulouse, jusqu'à Monaco. On a des belles sociétés qui existent.